Ses enfants arrogants l'ont transformée en servante et l'ont chassée de son propre manoir dès qu'elle a perdu sa richesse. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout cela faisait partie d'un test. Et ce qu'elle leur a fait ensuite va vous choquer. Si vous venez juste de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu à cette vidéo et dites-nous d'où vous nous regardez. Madame Adisua Filet, alias Mamaka Choukari, était assise à son bureau en acajou, dans le calme de son bureau personnel. Son regard était figé sur le mur, comme si des mots invisibles y étaient inscrits. Son pagne scintillait doucement. Son chemisier était soigneusement rentré. Elle ressemblait à une femme sur le point d'aller à un rendez-vous important, mais il n'y avait rien sur son agenda. Elle n'allait nulle part. Elle n'avait pas bougé depuis près d'une heure. Juste là, immobile. Une main sous le menton, l'autre ballante. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne respirait presque plus. Quelque chose brûlait doucement en elle. À 69 ans, elle avait tout. 3 entrepôts, 6 boutiques pleines à craquer, un manoir qui faisait ralentir les passants pour le prendre en photo. Son nom était synonyme de puissance au marché. Son visage passait à la télé. Sa richesse nourrissait sa famille, mais aussi beaucoup d'autres. Mais malgré tout cela, l'argent, le respect, les biens, les employés qui lui disaient « Bonjour maman », les 2 mains jointes, rien ne pouvait cacher la honte qui grandissait en elle. Car malgré tous ses accomplissements, ses enfants étaient inutiles. Elle ferma lentement les yeux. La douleur remontait de son ventre jusqu'à sa gorge. Les souvenirs l'envahirent. Son mari était mort alors que les enfants étaient encore petits. À peine 2 semaines après l'enterrement, sa belle famille l'avait mise à la porte. Sans avertissement. Sans pitié. Elle s'était enfuie avec son fils sur le dos et sa fille dans les bras, ne transportant qu'un sac « Ghana Must Go » dans la honte. Elle se souvenait d'avoir dormi à même le sol dans une petite dépendance, de faire frire du poisson avec un bébé attaché dans le dos, de pleurer silencieusement dans des bus bondés, de porter des ballots de tissu sous le soleil, de boire du gari pour que ses enfants puissent manger du riz. Elle se souvenait des découverts bancaires pour payer les frais de scolarité, des anniversaires oubliés, des emprunts à des amis, des nuits d'angoisse à prier pour que le propriétaire ne l'humilie pas devant ses enfants. Elle avait jeûné pendant 21 jours pour réunir de quoi payer l'inscription au WEC. Elle avait bâti un empire à partir de rien. D'une simple table au marché d'Oshodi, elle était passée à des conteneurs importés de Chine. La femme que tout le monde admirait. Celle qui avait tout construit sans l'aide d'un homme. Celle qui avait conquis le monde du textile à Lagos. Elle avait bâti son manoir de ses propres mains, payé comptant chaque brique, chaque carrelage, chaque portail. Et maintenant, elle était assise dans cette même maison, entourée de 2 adultes incapables de lever le petit doigt pour balayer. Son fils, Tozen, avait longtemps été sa fierté. Elle l'avait mis dans les meilleures écoles, payé en dollars, envoyé à l'étranger pour les vacances. Le jour de sa remise de diplôme, elle avait cuisiné 5 glacières de riz et dansé comme une femme qui venait de décrocher un visa. Il était rentré, fier, et lui avait dit « Maman, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux être un homme d'affaires comme toi. » Dans sa voix, de la confiance. Dans son cœur, de la folie. Il lui demanda 3,5 millions de Naira pour démarrer un commerce d'importation de pneus. Elle lui donna 5 millions. 3 mois plus tard, le business avait disparu. Aucun rapport. Aucune explication. À peine le temps de poser des questions, il revient. Maman, le crypto explose. Donne-moi 5 millions, ça va devenir 30 millions avant décembre. Elle lui donna encore. L'argent disparut encore plus vite que les pneus. Puis vinrent les parfums, les appareils de musculation, une appli de pressing à domicile. Chaque idée plus absurde que la précédente. Chaque fois, elle lui donnait des millions. Chaque fois, il échouait. Et il osait encore lui dire « Ce n'est pas un échec, maman. C'est de l'expérience. » Une expérience qui dévorait son argent comme des haricots. Et sa fille, Ténéola? Pas mieux. Elle rentra de l'université et déclara « Maman, j'ai trouvé ma passion, l'influence lifestyle. » Elle demanda une ring light, une bonne caméra, un fond studio. Elle voulait faire du contenu beauté et mode. Adisua ne comprenait pas trop ce métier, mais elle donna tout. Elle alla jusqu'à transformer une chambre d'amis en studio, mobilisa son personnel pour aider. 6 mois plus tard, Téni abandonna. C'est trop dur, personne ne like mes posts. La semaine suivante, nouvelle lubie, vendre des sacs et des chaussures en ligne. Adisua lui donna 1,5 million. 1 mois après, tous les sacs avaient été portés, stylisés, photographiés par Téni elle-même. Quand sa mère lui demanda où était le stock. Ben, je devais bien les modéliser, non? Adisua faillit lui modéliser la tête avec un des sacs. Et puis, ce fut la goutte d'eau.
Tozen mit une fille enceinte. Quand elle le confronta, il dit « Je ne suis pas prêt pour le mariage. Je suis encore en train de me chercher. » Elle lui répondit « Calme. Mais ton sperme, lui, était prêt. Tu as planté du manioc. La récolte est là, et tu veux fuir ?» Elle l'emmena voir la famille de la fille et organisa une petite cérémonie. Un mois plus tard, la fille emménagea. Et c'est là qu'Adizua vit l'enfer. Balai toujours en main, ce jour-là, elle ne dit pas un mot. Elle continua simplement de balayer, avec des larmes assises calmement dans sa gorge. Ce fut Kyoma, sa belle-fille, qui montra la première son vrai visage. Un matin, elle alla au marché, acheta des ingrédients pour une sauce bien parfumée et cuisina un bon riz jollof. L'arôme remplissait toute la maison. Tout le monde pensait qu'elle allait enfin participer à la vie de famille. Mais non. Elle servit uniquement son mari, ses enfants et elle-même. Pas une seule cuillère pour la femme qui avait construit cette cuisine de ses propres mains. Elle lava la marmite, nettoya les assiettes, puis retourna dans sa chambre comme si elle venait d'accomplir une mission de l'ONU. Ce soir-là, Adizua s'assit seule à la table à manger, buvant du PAP et croquant des arachides sèches. Les yeux mouillés, et ce n'était pas à cause du piment. Le lendemain, sa fille Tenny fit pire encore. Elle revint de la ville avec un grand plat à emporter. Elle entra directement dans sa chambre, ferma la porte, et partagea le repas uniquement avec son fils. Quand Adizua frappa doucement à la porte pour lui demander un peu, Tenny répondit simplement. « Maman, c'était petit. Je n'ai même pas bien mangé. » Ce soir-là, elle prit ses médicaments pour la tension avec de l'eau et une banane. Pas de protéines, pas de fruits. Juste le silence. Les petits-enfants ne la saluaient plus correctement. Les employés avaient disparu. Le frigo était vide. Et le silence, assourdissant. Mais elle ne cria pas. Elle ne se battit pas. Elle observait. La 2e semaine passa. Puis la 3e. Personne ne proposa de l'aider. Personne ne lui demanda comment elle mangeait. Personne ne vérifia son portefeuille. Puis un matin, elle se réveilla brûlante, faible. Fièvre. Tout sèche. Douleur à la tête. Elle appela Tozen pour l'emmener à l'hôpital. Il répondit. « Maman, tu sais que c'est chaud niveau argent en ce moment. Repose-toi, prends juste du paracétamol. » Elle hocha lentement la tête, et le regarda s'éloigner. Plus tard dans la journée, elle mit elle-même ses chaussures, descendit lentement dans la rue et alla supplier le pharmacien du quartier de lui donner des médicaments à crédit. Cette même femme qui avait offert 2 générateurs au centre de santé, quémandait désormais des comprimés de palu comme une étrangère. Cette nuit-là, allongée dans son lit, les doigts tremblants, le corps brûlant, elle murmura simplement. « Seigneur, ils ont échoué. » Quelques jours après avoir rampé jusqu'à la pharmacie, son corps commença à récupérer. Elle était encore faible, elle toussait le matin, mais au moins, elle pouvait balayer sans s'appuyer contre le mur. Et ses enfants? Rien. Aucune inquiétude. Aucune remarque sur son teint pâle. À la place? Désordre. Un matin, Tenny lui dit, smoothie à la main, les yeux rivés sur son téléphone. « Maman, j'aime pas l'odeur du sol. Tu peux encore passer la serpillière et cette fois utilise le détol, s'il te plaît ?» Adizua la fixa, sans un mot. Mais ce n'était pas fini. Pamela, la belle-fille, passa devant elle dans la cuisine, roula des yeux et lança. « Tu as encore laissé une assiette sale dans l'évier depuis ce matin. On vit comme des porcs maintenant ?» Sa voix était forte. Trop forte. Adizua se retourna lentement du pot de riz qu'elle surveillait. « Excuse-moi? Tu parles à qui là ?» Pamela leva la main avec mépris. « Oh s'il te plaît. Si tu veux vivre ici, sois au moins utile. Tu veux que je cuisine pour toi aussi? Je ne suis pas ta bonne, hein ?» Adizua tremblait. Pas de peur. De rage. Elle se tourna vers son fils. « Tozen, tu as entendu ce que ta femme vient de me dire. » Tozen ne leva même pas la tête de sa manette de PlayStation. « Maman, laisse tomber. Pamela est juste stressée ces temps-ci. » Elle cligna des yeux. « Je suis ta mère. » Il haussa les épaules. « Oui, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens cuisinent et fassent le ménage pour toi tout le temps. Tu dis. Tu n'as plus d'argent maintenant, donc tout le monde doit contribuer. » Adizua regarda autour d'elle. La maison. La maison qu'elle avait bâtie. Les carreaux qu'elle avait choisis elle-même en Italie. Le lustre qu'elle avait fait venir de Dubaï. Les couleurs de peinture pour lesquelles elle s'était disputée pendant 2 semaines avec les ingénieurs. Et aujourd'hui, il lui disait de « contribuer ». Elle ne répondit pas. Jusqu'à ce jeudi brûlant d'humiliation.
Tenny entra dans le salon comme un ouragan, l'attitude enragée. Elle portait un crop top, un short, et un foulard noué à la va-vite sur la tête. « Maman, décale-toi, s'il te plaît. Je veux utiliser le miroir. Je dois tourner une vidéo. » Adizua leva les yeux de la chaise où elle pliait de vieux pagnes. « Vidéo ? Quelle vidéo ? » « Maman, ne commence pas. Vidéo TikTok. Tu peux pas comprendre. » Adizua garda le silence. Mais Tenny marmonna encore, assez fort pour être entendu. « Y a des mamans qui vivent la belle vie. Moi, je dois maintenant partager un miroir avec une vieille femme qui a transformé notre maison en « face me face you ». Elle explosa. Adizua se leva d'un bond. Le pagne glissa au sol. Tout le monde dehors. Tous. Tozen, Pamela, tout le monde dans le salon maintenant. Un à un, ils sortirent. Lents, nonchalants, à peine dérangés. « Qu'est-ce qu'il y a encore, maman ?» dit Tozen. Adizua les pointa du doigt, un à un. « Je suis encore votre mère. C'est moi la raison pour laquelle vous avez un toit. Cette maison dans laquelle vous marchez comme si c'était la vôtre. Je l'ai construite avec mes mains. Avec mes larmes. Avec mon sang. » Tenny souffla bruyamment. Pamela leva les yeux au ciel. Et Tozen. Tozen se mit à rire. Et maman, la même maison que tu as construite à Mon non. Les papiers disent, Tozen fallait, non? Adizua se figea. Tu pensais qu'on ne savait pas? Tu pensais garder le contrôle sur nous jusqu'à la fin. Mais c'est fini. Tu es vieille. Tu es fauchée. Tu es un poids. Tu devrais même nous remercier de t'avoir laissé rester aussi longtemps. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Sa voix craqua. Pamela s'avança. On en a parlé, en famille. Tu dois partir. Tu as besoin de repos. Va dans une maison de retraite. Laisse-nous gérer cette maison. On a besoin de paix. Adizua resta là, bouche ouverte, figée dans la trahison. Puis, comme un éclair, Tenny quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une valise. Elle entra dans la chambre de sa mère, ouvrit brutalement la garde-robe et commença à emballer ses habits comme une couturière folle dans le marché de Chaudy. Adizua la suivit, le cœur au bord du gouffre. « Tenny, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à faire tes valises, non? Tu veux la paix? Nous aussi. C'est réciproque. » Tozen arriva ensuite. Il prit la valise, la traîna jusqu'au salon. « Maman, s'il te plaît. Pars avec dignité. Ne rends pas les choses plus embarrassant que ça ne l'est déjà. » Pamela ouvrit la porte d'entrée et lança, avec un sourire tordu. « Laisse l'air frais toucher ton corps, maman. C'est bon pour les personnes âgées. » Adizua ne répondit pas. Elle marcha lentement jusqu'à la porte, ramassa son pagne, et sortit. Le portail se referma derrière elle. Silence. Quelques minutes plus tard, elle entra dans un hôtel 5 étoiles. Commanda du riz jollof et de la viande de chèvre. S'allongea sur un lit qui ne grinçait pas. Et pleura. Pendant 2 heures. Sans interruption. Cela faisait déjà une semaine. 7 jours entiers depuis qu'Adizua filait avait été jetée hors de sa propre maison comme une simple squatteuse. 7 jours depuis que sa fille, Teniola, avait fourré ses vêtements dans une vieille valise décolorée. Comme si elle expulsait une locataire bruyante. Depuis que Tozen, son fils aîné, celui qu'elle avait porté 9 mois dans son ventre, qu'elle avait allaité malgré les crevasses au sein, avait jeté cette même valise dans la rue comme un vulgaire sac d'ordures. Et elle était restée là. Muette. Pagne à moitié nouée. Bouche entr'ouverte dans l'incrédulité. Ce jour-là, elle était devenue étrangère dans le manoir qu'elle avait bâti. Maintenant, elle était là, dans une suite luxueuse du Providence Heights Hotel. La climatisation bourdonnait plus fort que ses pensées. La couette blanche était douce comme de la neige. Ses yeux, gonflés d'avoir trop pleuré. Mais sa posture? Droite. Digne. Inébranlable. À côté d'elle, un plat de riz jollof et poulet grillé, intact, devenu froid. Comme le silence autour d'elle. Pas un appel de Tozen. Aucun message de Teniola. Même pas un simple « Maman, ça va ?» À la place, elle avait reçu une facture du syndic de copropriété. Et un appel de Madame Bounmi. « Tes enfants disent partout qu'ils sont les nouveaux propriétaires de la maison de Banana Island. » Adizua avait juste ri. Un rire amer. Un rire profond. Elle s'essuya les yeux, prit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Maître Folla? Bonsoir, Madame Faye. Que puis-je faire pour vous ?» Elle ne perdit pas de temps. « Rendez-vous demain matin à ma chambre d'hôtel. Apportez tous les dossiers.
Tous. Je veux réécrire mon testament. Silence à l'autre bout du fil. Vous êtes sûre, madame? Vous avez l'air contrariée. Je ne suis pas contrariée, dit-elle doucement. Je suis enfin prête. Avait oublié que les pneus ne se vendent pas avec de l'arrogance et un logo mal dessiné. 3 mois plus tard, il croulait sous les dettes, incapable de rembourser même les intérêts de son prêt. Tenny, elle, passait ses journées à supplier des influenceuses de partager ses faux sacs en échange d'un code promo. Aucun colis n'arrivait à temps, aucun client n'était satisfait. 1 étoile sur 5, notée « arnaque » sur Trust Review. Et pendant ce temps-là, la maison d'Adisua revivait. Le jardin avait retrouvé ses fleurs. La cuisine sentait de nouveau les épices de son enfance. Les murs, autrefois témoins de l'ingratitude, vibraient maintenant du rire des femmes qu'elle avait décidé d'honorer. Le centre d'accueil de la fondation Adoua Filta, Femmes de force, avait ouvert ses portes. Des mères veuves, des femmes rejetées, des jeunes filles sans abri, tout avait trouvé refuge là où l'on avait essayé d'étouffer la dignité d'une mère. Et le plus doux dans tout cela? Adisua souriait. Pas un sourire de vengeance. Un sourire de paix. Parce qu'elle avait compris. On ne gagne pas en criant. On gagne en reconstruisant. Et parfois, la famille que Dieu t'a donnée n'est pas celle qui te mérite. Mais la famille que tu choisis d'aimer, de relever et d'élever, c'est elle qui portera ton nom avec honneur. Il avait importé la mauvaise taille de pneus. Sa marchandise était bloquée au port, et l'agent des douanes qu'il avait tenté de corrompre l'avait tout simplement escroqué. Tenny, elle, passait plus de temps à prendre des photos qu'à honorer ses commandes. Les clients l'ont traîné en ligne pour ses retards, ses produits de mauvaise qualité, et ses disparitions après avoir encaissé les acomptes. En moins de 2 mois, ils étaient tous les deux fauchés, frustrés et affamés. Les mêmes enfants qui disaient autrefois « On est grand maintenant, maman ne peut plus nous contrôler », chuchotaient désormais. Et si on retournait la supplier? Et supplier, ils l'ont fait. Ils sont retournés au manoir de Banana Island un samedi matin, debout à la grille comme des étrangers. Leurs habits avaient perdu leur éclat. Leurs yeux étaient creusés par la réalité. « Gardien, s'il te plaît, dis à maman qu'on est là. » Dit Tenny d'une voix tremblante. Le gardien ne bougea même pas un sourcil. Il rentra, puis revint avec un court message. « Madame dit que je dois vous chasser. » Ils restèrent là, abasourdis. Tossan essaya de l'appeler. Téléphone éteint. Tenny envoya de longs messages d'excuses. Aucun retour. Ils revinrent le lendemain, puis le jour d'après, puis toute la semaine suivante. Rien. Alors, ils changèrent de stratégie. Ils ramenèrent leur pasteur, puis leur ancien moniteur d'école du dimanche, puis une cousine de leur mère venue du village. Des chefs communautaires d'Ozen-State sont même venus, pagne noués haut et versets bibliques à la bouche. Mama Adua, pardonne-les. Le sang, c'est le sang. Même la femme du président du quartier est venue une fois, sirotant doucement son malt dans le salon tout en plaidant pour eux. Il fallut 3 mois, 3 longs mois de supplication avant qu'un mardi soir, Adua dise simplement au gardien. Laisse-les entrer. Ils sont entrés en silence, à genoux dans le salon. Tenny pleurait comme une pluie battante. Tossan essuyait ses larmes avec la manche de sa chemise. Maman, on a souffert. Murmura Tossan. Maman, on a appris. Ajouta Tenny. S'il te plaît, pardonne-nous. Adua resta silencieuse un long moment. Puis demanda. Avez-vous vraiment compris ce que c'est que souffrir? Ce que c'est que de travailler de ses mains? Ils hochèrent la tête rapidement. Bien, dit-elle. Car mon pardon est gratuit. Mais mon héritage est parti. Ils la regardèrent, confus. J'ai tout donné à la charité, dit-elle simplement. Absolument tout. Cette maison appartient maintenant à une fondation. Mes boutiques sont louées à un orphelinat. Vous m'avez jeté dehors. Alors maintenant, ceux qui n'ont jamais eu de mère profiteront de ce que j'ai bâti. Maman, souffla Tenny. Mama, s'il te plaît, commença Tossan. Elle leva la main. Je vous ai pardonné. Mais je veux que vous appreniez à vous tenir debout. Debout sans moi. Debout sans ce que j'ai construit. Construisez votre propre héritage. Que vos enfants vous respectent pour ce que vous avez créé. Et non pour ce que vous avez récolté. Ils pleurèrent. Ils supplièrent. Mais cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière. Les enfants prodigues étaient revenus. Et même si les portes s'étaient rouvertes, l'héritage, lui, était bel et bien parti. À partir de ce jour, Tossan et Tenny ont travaillé plus dur que jamais. Et Adessa, elle souriait doucement depuis son balcon, un verre de zobo à la main dans la brise du soir. Laissez-les grandir, murmura-t-elle.
Laissez-les devenir quelqu'un. Finalement, elle leur tendit chacun les 20 millions de Nera qu'ils avaient rejetés auparavant. Utilisez-les sagement cette fois. Ceci est votre graine. Faites-la pousser vous-même. Leur dit-elle un soir. Et ils pleurèrent encore. Mais cette fois, il y avait de la paix dans leurs larmes. C'était leur nouvelle réalité. Et ils n'avaient pas d'autre choix que de l'accepter pleinement. Merci d'avoir écouté. Index revers pointant vers la droite blanc, pensez-vous que Madame Adazua est allée trop loin? Dites-le moi en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.